Docteur Synapse. Fatima est une femme de 75 ans qui se présente pour de la toux et de la température, ainsi que des syncopes à répétition. Comme traitement, elle reçoit de l'amiodarone, du fluconazole et de l'oméprazole. Elle présente un antécédent de fibrillation auriculaire paroxystique, ainsi qu'un bloc de branche gauche. L'examen physique révèle un B1-B2 irrégulier dû à la fibrillation auriculaire. Comme paramètres, pression artérielle 150-80, fréquence cardiaque 90 battements par minute, température 38,5 et saturation en 91%. La prise de sang révèle une hypocalémie à 3,3 ainsi qu'une hypomagnésémie à 1,5. Voici sa radio du thorax. Pneumonie du lobe moyen droit. Vous lui prescrivez de la moxifloxacine 400 mg une fois par jour avec retour à domicile. Après 3 jours, la patiente est ramenée par le SMUR inconsciente. Voici l'ECG qui a été réalisé dans l'ambulance. Elle reçoit un choc électrique externe de 200 joules, administration de sulfate de magnésium 2 g IV lent en 10 minutes, de potassium 3 g IV à la seringue électrique et de l'isoprénaline 0,1 mg par heure IV à la seringue électrique. Mais que s'est-il passé? C'est ce qu'on va essayer de comprendre durant cet exposé. Premièrement, comment mesurer le QT? Voici un ECG normal, l'onde P, Q, R, S et pour finir, l'onde T. L'intervalle QT est le temps qui sépare le début de la dépolarisation du myocarde, c'est-à-dire le début du complexe QRS, de la fin de la repolarisation, c'est-à-dire la fin de l'onde T. La mesure de l'intervalle QT s'effectue dans les dérivations où le QT est le plus lent et la fin de l'onde T la plus visible, c'est-à-dire généralement D2, V5 ou V6. La dérivation où vous mesurez le QT doit éviter une onde T plate ou une surimposition de T avec une onde U. Je vais vous présenter quelques cas difficiles de mesure de l'intervalle QT. La présence d'une onde U. Dans ce cas de figure, l'onde U est superposée à l'onde T. Vous pouvez utiliser la méthode de la tangente afin de définir la fin de l'onde T. Si l'onde U est plus ample que l'onde T, considérez que la fin de l'intervalle QT correspond à la fin de l'onde U. En présence d'un rythme irrégulier, par exemple une fibrillation auriculaire, vous remarquez que les différents intervalles QT, QT1, QT2, QT3 et QT4 sont différents. Lequel choisir? Il existe deux techniques pour définir l'intervalle QT dans ce cas de figure. Soit on fait une moyenne de 10 QT, ou plus simplement on fait une moyenne de 2 QT, le plus grand et le plus petit. Si vous êtes face à un QRS large, que faire? Vous me direz comme d'habitude, l'intervalle QT est du début du QRS jusqu'à la fin de l'onde T. Eh ben non. Si vous faites ça, vous allez surestimer l'intervalle QT. Nous allons plutôt définir un intervalle JT qui est égal à l'intervalle QT moins le QRS. Notez dans un petit coin de votre esprit que le JT corrigé anormal est supérieur à 400 millisecondes. L'intervalle QT varie avec l'âge, le sexe, mais surtout avec la fréquence cardiaque. Chez un même patient, en cas de bradycardie, le QT sera plus long, et lors de la tachycardie, il sera plus court. Et donc, pour estimer le QT, on va utiliser le QT corrigé, grâce à une réglette qui permettra d'abord d'estimer le QT en fonction de la fréquence cardiaque et de le comparer avec le QT mesuré. Si le QT estimé et le QT mesuré présentent une différence de plus ou moins 10%, le QT du patient sera ainsi normal.
Si vous n'avez pas de réglette, vous pouvez utiliser le QT corrigé. Grâce à la formule de Bazette, qui est la plus utilisée, mais pas la plus précise. QT corrigé égale à QT en millisecondes, qui va être mesuré, divisé par racine carrée de l'intervalle RR sur une seconde. Notez que le dénominateur sera en secondes. Vous pouvez également utiliser la formule de Frédéricia, que je trouve plus précise, dont voici la formule. Il existe bien sûr des sites internet qui vous permettront d'estimer le QT corrigé, comme medcalc.com. Passons maintenant à de la pathologie. Tout d'abord, le QT long. Voici d'abord un ECG normal. Je vais tracer la courbe du potentiel d'action cardiaque. D'abord, le potentiel de repos. La phase 0 correspond à la dépolarisation, c'est-à-dire l'ouverture des canaux Na+, avec rentrée de sodium à l'intérieur de la cellule. Lors de la phase 1, vous aurez une repolarisation initiale, avec sortie d'ion potassium. Lors de la phase 2 ou phase plateau, équilibre entre l'entrée de calcium et la sortie de potassium. Et pour finir, la phase 3 qui correspond à la repolarisation grâce à la sortie d'ion potassium. Puis, retour au potentiel de repos. Imaginons que vous avez cette fois-ci le même potentiel d'action cardiaque, mais que cette fois-ci, déséquilibre entre l'entrée de calcium et sortie de potassium, qui entraîne un allongement de la phase plateau. Au niveau de l'ECG, nous verrons un QT long. Et cela est dû à une dépolarisation précoce. Chez l'homme, le QT corrigé sera long s'il est supérieur à 450 millisecondes. Chez la femme, on définira un QT long si le QT corrigé est supérieur à 470 millisecondes. Notez qu'un QT corrigé supérieur à 500 millisecondes est hautement pathologique. Passons maintenant à la pratique. Voici un ECG. Prenez la dérivation D2, où l'ont-T sera le mieux visible. D'abord, la méthode de la réglette. Déposez la réglette sur 3 complexes QRS, comme je vous montre ici, qui permettra d'estimer d'abord la fréquence cardiaque, dans ce cas de figure 75 battements par minute. Vous voyez bien alors que pour 75 battements par minute, le QT estimé est compris entre 0,34 et 0,36 secondes. Ainsi, grâce à cette méthode, le QT attendu est de 350 millisecondes. Nous allons ensuite calculer le QT, du début du QRS jusqu'à la fin de l'ont-T. Le QT mesuré est égal à 600 millisecondes. La différence entre 600 et 350 millisecondes est largement supérieure à 10%. Ce QT est fortement pathologique. Maintenant, passons à la méthode de Bazette. QT corrigé égale à QT mesuré sur racine carrée de RR en secondes, qui peut être simplifié QT égale à racine carrée de 60 divisé par la fréquence cardiaque. 600 divisé par racine carrée de 0,8 égale à 671 millisecondes. Fortement pathologique. La formule de Frédéricia estime le QT corrigé à 646 millisecondes. Vous pouvez retrouver toutes ces formules sur clinicgate.com. Voici maintenant la fameuse complication du QT long, la torsade de pointe. Comment est générée une torsade de pointe? Vous avez d'abord un QRS associé à une extrasystole ventriculaire. Cette association va former un couplet court. Vient ensuite une longue période de récupération avec un QT qui sera plus long que le précédent. Et si l'extrasystole tombe sur l'ont-T, ceci génère la torsade de pointe. L'activité électrique est probablement maintenue par 2 mécanismes. L'activité sympathique et un possible circuit de réentrée. Afin d'avoir une bonne vision de l'esprit de la torsade de pointe, imaginez une ceinture. Si vous tordez cette ceinture,
torsade. Voici le résultat. Et à côté, un ECG avec une torsade de pointe. Ta-ta-da! Torsade de pointe peut dégénérer en tachycardie ou en fibrillation ventriculaire. Il existe deux types d'étiologie, acquise et congénitale. L'étiologie la plus fréquente étant médicamenteuse. Les antiarythmiques comme l'amiodarone ou le sotalol, les psychotropes tels que chloropromazine, halopéridol et les tricycliques. Plusieurs anti-infectieux peuvent donner un allongement du QT, tels que quinolone, antipaludéen, antifongique, les macrolides, ainsi que les drogues, telles que la cocaïne. Il existe bien sûr d'autres médicaments qui allongent le QT que vous pouvez retrouver sur qtdrogs.com. Les troubles ioniques peuvent aussi allonger le QT. L'hypocalémie essentiellement, mais aussi l'hypocalcémie et l'hypomagnésémie. Concernant l'étiologie congénitale, y pensez 6 syncopes à répétition chez un patient jeune. Il existe d'autres facteurs qui peuvent entraîner un allongement du QT, tels que les pathologies intracrâniennes, l'ischémie du myocarde et les patients séropositifs. Ne pas oublier, un QT long correspond à un QT corrigé supérieur à 450 millisecondes chez un homme ou supérieur à 470 millisecondes chez la femme. Un QT corrigé supérieur à 500 millisecondes est fortement pathologique. Je vais vous exposer maintenant différents ECG avec un QT lent. Réalisez une pause afin de vous entraîner à calculer le QT corrigé. Ici, un QT lent sur antiarythmique, QT lent sur héroïne, troisième ECG, QT lent sur trouble ionique, ici hypocalémie. L'un des marqueurs de l'hypocalémie sur cet ECG étant l'onde U. Ici, ici et ici. Notez également que l'onde U est plus ample que l'onde T. Et donc, rappelez-vous, dans ce cas de figure, c'est l'onde U qui définit la fin de l'intervalle QT. QT lent dans le cas d'une hypocalcémie. Un tout dernier pour la fin, QT lent congénital. Retenez qu'un QT corrigé supérieur à 500 millisecondes est dangereux, car risque de torsade de pointe, tachycardie ventriculaire ou de fibrillation ventriculaire. Et pour finir, la partie la plus amusante, le traitement. Pour le QT lent, traitez l'étiologie et le plus souvent l'arrêt des médicaments, ainsi que la correction des troubles électrolytiques. L'hypocalémie, par exemple. Dans le cas de la torsade de pointe, si le patient est inconscient, choc électrique. Plus, si le patient est conscient, sulfate de magnésium 2 g IV en bolus. 15 minutes après, vous pouvez remettre 2 g en plus. Puis, 5 à 12 g par jour IV à la seringue électrique. Si le patient présente des bradycardies sévères ou des pauses, donnez de l'isoprénaline, 2 microgrammes par minute, à titrer, jusqu'à avoir une fréquence cardiaque de 100 par minute. Si QT long congénital, vous pouvez donner des bêta-bloquants afin de diminuer les dépolarisations précoces. À bientôt! Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me communiquer vos questions, vos éventuelles remarques et de me proposer les sujets qui vous intéressent.